Je vous laisse avec quelques instants de retard en très bonne compagnie avec Raphaël Enthoven pour les vendredis de la philosophie, série commentaire aujourd'hui Plotin ou la sculpture de soi. À lundi. Commentaire, Plotin ou la sculpture de soi. Lecture des Énéades avec Gwenaël Aubry. Une émission proposée par Raphaël Enthoven. Fuyons vers notre patrie bien-aimée. Voilà le plus véridique conseil. Mais quelle fuite? Et comment gagner le large? Nous sommes dans la situation d'Ulysse qui détestait la compagnie de Circé la magicienne ou de Calypso, malgré les voluptueux spectacles dont il jouissait et le commerce qu'il pouvait avoir avec des beautés sensibles. Notre patrie à nous est celle-là d'où nous venons. Et là est le père. Mais quel pourra être notre Odyssée? Quel moyen de notre fuite? Ce n'est pas à pied que nous pourrons parvenir à destination, car nos jambes ne nous portent jamais que d'une terre à l'autre. Et ne t'avise pas plus d'apprêter un attelage ni d'armer un navire. Au contraire, renonce à tout cela. Il faut cesser de regarder. Il faut, fermant les yeux, échanger cette manière de voir pour une autre, et réveiller cette faculté que tout le monde possède, mais dont peu font usage. Ce que Plotin raconte, c'est l'histoire d'un voyageur immobile qui dessine, au gré de ses tribulations mentales, la hiérarchie entière du monde, de l'en-deçà jusqu'à l'au-delà. L'itinéraire se fait en 3 étapes. Au sommet, plus haut que tout et que la hauteur elle-même, au-dessus de l'être, par-delà le beau, le symétrique, le mouvement et le repos, se trouve l'un, que Plotin appelle encore le premier, ou l'un bien. À la différence du Dieu de Descartes, qui, parce qu'il contient toutes les perfections, ne peut qu'exister, puisque l'inexistence serait une imperfection, eh bien, l'un de Plotin, c'est ce qui fait être, mais qui n'est pas lui-même, car le seul fait d'être serait déjà un affaiblissement, un caractère secondaire, une cicatrice dans sa plénitude. Autrement dit, si l'un était, il serait infiniment moins que ce qu'il est en n'étant pas, car être, ce n'est déjà plus assez. L'un, c'est l'au-delà au sens pur, qui ne désire rien car rien ne lui manque, qui excède tout ce qu'il engendre et qui engendre tout ce qui existe, comme le trop-plein, généreux, déborde et se répand alentour. Au-dessous de lui, le premier né de cet automorphisme céleste et la deuxième étape de cet itinéraire s'appelle l'intellect. C'est le plus haut degré de l'existence, c'est le monde diaphane, des formes et des forces que Platon désignait déjà comme le monde intelligible et qui est toute beauté, transparence divine, perfection en acte. En deçà de l'intellect, 3e temps, s'ébat l'âme du monde, qui hérite de l'unité souveraine pour la distribuer dans le cosmos, jusqu'au vivant le plus infime, c'est-à-dire le plus matériel. En fait, Plotin décrit très exactement un univers, dans la mesure où toute chose procède de l'un et aspire à y retourner. De la même façon que 2 téléphériques se croisent parce qu'ils sont suspendus au même rouage, le mouvement de procession chez Plotin, qui descend de l'un pour aller jusqu'à la matière, eh bien, ce mouvement détermine celui simultané de conversion, qui incite chaque réalité, de la plus misérable à la plus noble, à se tourner vers son principe et à remonter jusqu'à lui. D'ailleurs, comment pourrions-nous nous élever si nous ne descendions pas? Comme la vague et le ressac, la procession, descente, et la conversion, remontée, sont les 2 mouvements dont palpite le monde. Dans le même temps que l'un produit l'intellect, qui produit l'âme du monde, qui répand la vie jusque dans la matière, eh bien les êtres matériels aspirent à coïncider avec l'âme du monde, qui voudrait s'unir à l'intellect, qui n'est qu'amour de l'un dont il est le fils aîné. En d'autres termes, le cosmos entier est travaillé par le désir nostalgique de l'unité qui lui donne le jour. C'est à comprendre et entrevoir, plus qu'à expliquer cette étrange philosophie que nous allons passer cette heure en compagnie de Gwenaël Aubry, romancière et philosophe, chargée de recherche au CNRS et auteur en particulier d'une édition à paraître en octobre aux éditions du Cerf du traité 53 de Plotin intitulé « Qu'est-ce que l'animal? Qu'est-ce que l'homme ?» On est à la fois ici et là-bas. C'est vrai que la philosophie plotinienne... C'est où là-bas? Là-bas, c'est le monde intelligible, bien entendu. Ça n'est évidemment pas, il faut évidemment pas penser cette topologie en termes d'espace, en termes spatiaux. Bon, mais là-bas, c'est aussi toujours déjà ici. C'est ceci en moi et ceci ici qui est toujours déjà plus haut que moi. On peut dire que la philosophie plotinienne part d'une double question qui est effectivement à la fois
comment peut-on vivre ici après avoir été là-bas, c'est-à-dire après avoir fait l'expérience ou bien de la pure pensée, ou bien encore au-delà de l'union avec l'Indien, cette expérience mystique, donc tous deux sont des expériences mystiques, mais l'une est encore excédentaire à l'autre, qui est une expérience d'extase, mais absolument positive, de pure jouissance, une de illumination, pure plénitude, de pure lumière, de pure présence. Bon. Donc c'est à la fois comment peut-on vivre ici après avoir été là-bas et comment peut-on retourner là-bas alors même qu'on est ici. Et la réponse de Plotin, c'est effectivement qu'on est à la fois ici et là-bas, qu'on est effectivement amphibie. Oui, on peut dire que vraiment, je pense que toute la philosophie plotinienne s'ancre dans une double expérience qu'il décrit d'ailleurs. Donc cette expérience de l'extase positive, de l'union avec l'Indien, et l'expérience à l'inverse d'une extase qui, elle, est négative, de l'être au monde. Ça, c'est peut-être d'ailleurs la tonalité à laquelle un moderne peut être le plus sensible dans la philosophie plotinienne, c'est-à-dire cette description de l'être au monde comme un être jeté, d'une présence toujours sapée par une nostalgie, par un sentiment d'égarement. C'est un penseur nostalgique. Oui, c'est un penseur du retour, c'est vrai. Vous dites retour parce que nostalgie signifie douleur du retour, oui, étymologiquement. Oui, non, on peut penser les Énéades comme une odyssée. Effectivement, il s'agit de retrouver la terre première. Et pour cela, de se défaire du corps qui est effectivement l'intime, mais aussi l'étranger. Souvent, m'éveillant de mon corps à moi-même, devenu extérieur à tout le reste, et intérieur à moi-même, contemplant une beauté merveilleuse, sûr alors d'appartenir au plus haut point au monde supérieur, ayant vécu la vie la plus noble, devenu identique au divin, m'étant fixé en lui, parvenu à cette activité suprême, établie au-dessus de toute autre réalité spirituelle. Quand après ce repos dans le divin, je retombe de l'intellect au raisonnement, je me demande comment j'ai pu jamais, et cette fois encore, descendre ainsi. Comment mon âme a pu jamais venir à l'intérieur d'un corps, si déjà, lorsqu'elle est dans un corps, elle est telle qu'elle m'est apparue. Là, c'est vraiment un texte... Il dit « je m'éveille étranger à moi-même ». Ouais, souvent, je m'éveille étranger à moi-même. C'est-à-dire que précisément, ça n'est pas l'éveil. Se réveiller avec un corps, dit Plotin, c'est s'endormir. C'est là, oui, effectivement, Plotin témoigne ici de ce sentiment de déshérence, d'égarement. Parlant de cet éveil étrange et étranger, il parle en fait du retour de l'âme au corps qu'elle habite et au monde qui l'entoure, passé l'expérience mystique, qui en l'occurrence dans ce texte-là est l'expérience mystique en quelque sorte subordonnée ou secondaire, seconde disons, de l'union avec l'intelligible et non pas avec l'Indien. Ce sentiment, oui, ce sentiment d'être jeté, ce sentiment de ce monde sapé d'étrangeté, parce que précisément sa présence n'est jamais entière, parce que sa présence ne se dessine que sur le fond d'une présence excédentaire qui, elle, n'est jamais pleinement présente. Est-ce que c'est un contresens d'interpréter Plotin selon les termes dans lesquels on pourrait, par exemple, comprendre les gnostiques, mais selon les termes dans lesquels on pourrait aussi comprendre la philosophie de Platon, ou, après lui, d'ailleurs, une certaine forme de christianisme, c'est-à-dire ce que Nietzsche appellera la calomnie de la vie. Ce refus de vivre ici-bas au profit d'une existence qui, elle, sera supérieure et dont l'obtention est garantie par l'ascèse ici-bas. Est-ce que Plotin est dans cette démarche? Est-ce que Plotin, en somme, nous invite, en termes nietzschéens, à ne pas vivre aujourd'hui pour mieux vivre plus tard, à calomnier la vie aujourd'hui pour épouser une forme de vie supérieure post-mortem, ou bien est-ce que Plotin nous invite tout simplement à convertir notre existence ici-bas et à mieux vivre ici et maintenant? Cette seconde lecture est la plus juste. Je pense qu'il faut effectivement se méfier d'une lecture nietzschéenne de Plotin, qui tendrait à reconnaître en lui une sorte de platonisme caricatural, celui-là même sur lequel effectivement le christianisme fait fond. La philosophie platonienne n'est pas une philosophie des arrière-mondes. Elle n'est pas une philosophie... Du refus du corps, mais quand même. Non, de l'indifférence, mais qui s'apprend évidemment ici. C'est ici que tout se joue. Et Plotin a combattu farouchement les gnostiques, c'est-à-dire précisément cette secte hérétique, mais d'obédience chrétienne qui s'est développée entre le 1er et le 5e siècle, et qui se caractérise avant tout par
une haine du sensible et une haine du corps. Pour les gnostiques développe une espèce de théomachie. Le monde est l'œuvre, le produit d'un mauvais démiurge, une puissance mauvaise, et en ce monde, l'âme se trouve emprisonnée. Et Plotin reconnaît en fait dans cette espèce de haine que les sensibles ont du gnostique une sorte de forme pervertie de l'amour de soi. Finalement, les gnostiques ne détestent tant le sensible que parce qu'ils sont épris d'eux-mêmes. C'est une chose absurde, dit Plotin, que de considérer qu'un homme, cette entité étrange, bâtarde, cette espèce de rencontre improbable entre l'éternel et le temps, entre l'intelligible et la matière, à quoi est accroché un corps fragile, pesant, que donc l'homme serait pour l'âme immortelle un habitacle supérieur au soleil, par exemple, ou aux astres. Et de surcroît, haïr le sensible, de même qu'haïr le corps, c'est finalement trop lui donner. C'est encore lui prêter trop d'attention. Dans cette philosophie où toute vertu consiste, ce sont les derniers mots de Plotin, à faire remonter ce qu'il y a de divin en soi à ce qu'il y a de divin dans l'univers, l'âme de l'homme est, dit-il, amphibie. En ce qu'elle anime un corps matériel, l'âme court le risque de s'égarer dans ce triste reflet, de verser dans l'amour de soi et de prendre la vessie charnelle pour une lanterne céleste. En ce qu'elle procède à l'inverse de l'âme du monde, il lui appartient au contraire et toujours de se convertir, de se recueillir et de s'élever au-delà d'elle-même. L'enjeu est donc de savoir chez Plotin ce qu'ici-bas nous choisissons d'oublier, entre d'un côté les faux semblants de la matière et de l'autre la véritable réalité qu'il dissimule. Mais derrière ce dualisme apparent, il faut lire l'invitation qui nous est faite à vivre dès maintenant l'existence la plus noble et à contempler ici-bas la lumière venue de son principe. On pourrait même pousser cette logique à son terme et dire que l'au-delà plotinien n'est pas tant un ailleurs que le synonyme enchanté de l'ici-bas, ou la réalité soustraite par la simplicité d'un regard à la matière qui la gangrène. D'ailleurs, Plotin, qui téta sa nourrice jusqu'à l'âge de 8 ans, n'avait pas honte d'avoir un corps, mais plutôt, je crois, de se trouver à l'intérieur comme un animal empesé. Dans la petite biographie que lui consacre son disciple Porphyre, ce dernier raconte qu'à l'exception de quelques frictions dorsales, Plotin négligeait résolument de se laver ou encore de se soigner. Ainsi, le philosophe souffrait, paraît-il, d'un flux de ventre, mais ne voulait prendre ni lavement, ni bain, ni le moindre médicament. Et quand les malheureux qui lui frictionnaient le dos moururent de la peste, il se passa même de ce soin et attrapa une esquinancie qui, détruisant sa gorge, le rendit presque inaudible. Avec l'âge, le visionnaire devint quasiment aveugle, tandis que les mains et les pieds se couvraient d'ulcères purulents, à tel point que, comme il sentait très mauvais et qu'il avait pour habitude de saluer ses amis en les embrassant, ceux-ci feignaient souvent de ne pas le voir. Mais Porphyre raconte aussi que, je le cite, « Quand il parlait, on voyait l'intelligence briller sur son visage et l'éclairer de sa lumière. Il devenait alors vraiment beau, un peu de sueur coulait sur son front et sa douceur transparaissait. » L'homme de ce monde peut bien être beau, grand, riche et commandé à tous les autres hommes, car il est précisément du lieu d'ici-bas. Qu'on ne lui envie pas ces choses qui l'aveuglent. Pour ce qui est du sage, c'est lui-même qui cherchera à les amoindrir s'il a souci de lui-même. Il amoindrira ainsi et épuisera en le négligeant l'excès de vitalité du corps. Il renoncera aux charges publiques. Tout en veillant à sa santé, il ne voudra pas être complètement sans expérience des maladies. Il ne voudra plus être troublé par les souffrances et les plaisirs, ni par aucun de ces états agréables ou pénibles que l'on ressent ici-bas, afin de ne pas être obligé de diriger son attention vers le corps. Lorsqu'il éprouvera les souffrances, il leur opposera le pouvoir qu'il a acquis pour lutter avec elles. L'âme, dit Plotin, est amphibie. Elle vit à la fois de deux vies en tant qu'elle appartient à deux mondes. Elle est à la fois la dernière réalité intelligible et... Donc noble, on peut le dire comme ça? C'est là, oui, d'ailleurs c'est un terme que Plotin utilise, c'est là effectivement sa noblesse, c'est là même sa divinité. Parlant de ceci, on parle de ce que Plotin appelle l'âme supérieure ou l'âme séparée, qui est en fait pure intelligence, pure pensée, acte pur de contemplation, et qui en tant que tel demeure dans l'intelligible. C'est là donc le monde
auquel elle appartient. L'âme ne descend pas, l'âme ne descend ni ne chute. S'il peut y avoir un corps et un corps vivant, c'est précisément parce que l'âme n'est pas dans le corps. Ce que dit Plotin, l'image est très très belle, c'est que le corps à l'inverse est dans l'âme. Le corps est sans cesse baigné, débordé d'âme, comme un filet plongé dans la mer. Donc il y a... Le corps, c'est le filet. Le corps serait le filet, oui. Et l'âme, la mer qui le déborde. Si l'âme donc peut donner vie au corps, c'est précisément parce qu'elle ne se donne pas à lui, parce qu'elle ne se perd pas en lui. Le corps n'est pas non plus le mal pour Plotin. Ce qui est mauvais, ça n'est pas le corps, c'est un certain rapport au corps. Plotin pense plutôt le corps dans l'ordre du malheur, dans l'ordre de la frustration, dans l'ordre du besoin, dans l'ordre de la détresse. Le corps, c'est fondamentalement la limite. Avoir un corps, c'est devenir un particulier. C'est être soi, mais c'est aussi n'être plus que soi, et par conséquent se heurter toujours aux autres. L'intelligible est précisément ce lieu où, n'ayant plus de corps, on ne peut plus dire « jusqu'ici c'est moi ». Là encore, Plotin a une très belle métaphore. Il compare les différentes âmes, intelligences, ces âmes pures, séparées en intelligibles, à une multitude de visages qui seraient réunis en leur sommet. Ces visages donc gardent leurs traits individuels et en même temps ils ne s'excluent pas les uns les autres parce qu'ils participent du même acte de contemplation. Le corps, à l'inverse, est, dit Plotin, une addition soustractive. C'est quelque chose qu'on a, mais qu'on n'est pas. Et l'ayant, on est même un peu moins. Tout le problème vient effectivement du fait que, voilà, nous sommes, la conscience naïve, non philosophique et spontanément narcissique. C'est-à-dire qu'elle... Alors, il faut peut-être expliquer un peu ceci. Plotin donne une très belle lecture du mythe de Narcisse. L'erreur ou la faute de Narcisse n'est pas de s'être trop aimé, c'est de n'avoir pas aimé la bonne part en lui. C'est de s'être épris de sa part obscure, de sa mauvaise moitié, de son reflet, de son corps donc. Et c'est la raison pour laquelle Narcisse plonge dans le fleuve bourbeux de la matière et des corps qui est aussi, dit Plotin, le Hadès et la mort. Narcisse est fasciné par un reflet, par une idole. Plotin utilise le mot eidolon, c'est-à-dire une image fascinante, une image qui fige et fixe, qui interdit toute remontée, tout rapport ascensionnel. Narcisse donc est fasciné par une image idole de lui-même. Or, nous sommes spontanément narcissiques. Nous avons spontanément tendance à nous prendre pour notre corps, à faire corps avec notre corps. Et ceci parce que précisément, le corps, de par sa détresse, de par sa fragilité, obnubile la conscience. L'âme est sans cesse à le guérir, à le régir, à le diriger, à le soigner. Plotin d'ailleurs compare aussi le rapport de l'âme et du corps à celui d'un couple, d'une entité instable, conflictuelle, bâtarde. Mais en vérité, ça n'est pas l'âme qui veut être dans le corps. C'est le corps qui, précisément parce que sa vie est parcellaire, essoufflée, éphémère, parce que donc il veut toujours être plus vivant, veut être animé. Tant en vérité. Donc c'est le corps qui s'accroche à l'âme. Voilà, c'est le corps qui s'accroche à l'âme. Plaisir, santé, absence de souffrance n'ajoutent rien pour lui à son bonheur. Les états contraires ne lui retirent rien et ne l'amoindrissent pas. Si à une seule et même chose, un contraire n'ajoute rien, comment l'autre contraire lui enlèverait-il quelque chose? Si l'âme ne se perd pas dans le corps, ce qui d'ailleurs n'est pas très platonicien, puisque pour Platon, un mauvais comportement, dans le Phédon particulièrement, il dit, si vous vous conduisez mal, votre âme sera empesée après votre mort et elle va errer le long des cimetières comme un feu follet, alors que si vous vous conduisez bien, elle va s'élever spontanément et renouer avec ce qu'il a défini, avec l'intelligible qu'il engendre et qu'il a défini en même temps. Si l'âme, chez Plotin, ne se perd pas dans le corps, si l'âme est inentamée par le corps, comment se fait-il à ce moment-là que Plotin néglige son corps ? Alors, le juste rapport au corps, c'est un rapport, effectivement, oui, de distance et de négligence. En revanche, ce n'est pas un rapport de mortification, de flagellation. Haïr le corps, c'est encore trop lui donner. De la même façon qu'haïr le sensible, comme le font les gnostiques, c'est finalement ne pas le reconnaître vraiment pour ce qu'il est. C'est-à-dire rien du tout. Non, pas rien. C'est-à-dire l'image certes dégradée, l'image véritablement de l'intelligible, mais une image qui vaut aussi comme une trace, et pas simplement justement comme une idole ou comme un vestige. C'est quelque chose que Lévinas dit très bien, parlant de Plotin, commentant ce mot de Plotin selon lequel l'être est la trace de l'un. La trace chez Plotin est aussi indice.
Elle doit susciter un désir, précéder une quête. Bon. Et c'est là finalement le juste rapport au sensible. Face au sensible, ce qu'il faut dire, c'est que c'est beau et de quelle beauté doit venir cette beauté. De la même façon, avoir un corps, c'est de l'ordre de la nécessité ontologique. Il s'agit de déterminer ce rapport au corps qui fera que précisément on ne tombera pas dans l'illusion ou la fascination narcissique. Et ce juste rapport au corps est donc un rapport effectivement d'indifférence, que Plotin illustre là encore par une série d'images, dont celle très belle du musicien avec sa lyre, le sage avec son corps. Plotin file là la métaphore platonicienne puis aristotélicienne du corps-instrument, comme un musicien qui s'accompagne de sa lyre tant qu'il en a besoin et qui, du jour où elle n'est plus nécessaire, la laisse de côté. Y aura-t-il quelqu'un qui soit à tel point paresseux de penser et incapable de s'émouvoir pour autre chose que, voyant toutes les beautés qui sont dans le monde sensible, toute cette harmonie, cet ordre majestueux, cette splendeur de la forme qui se manifeste dans les astres, même s'ils sont loin de nous, il ne soit pas amené à réfléchir et à concevoir pour ce monde sensible un respect religieux, en se disant « Quelle merveille ! Et de quelle merveille doivent venir ces merveilles ?» Plotin n'aimait pas qu'on le représente. N'est-ce pas assez de porter cette image dont la nature nous a revêtus, disait-il sévèrement à ceux qui voulaient le peindre. Mais Porphyre raconte qu'Amélius, l'un de ses disciples, avait un ami, Cartérius, le meilleur des peintres d'alors, qui assista à ses cours et le peignit de mémoire. C'est ainsi qu'on obtint à son insu un portrait de Plotin qui ressemblait à son visage. Pourtant, l'essentiel n'est pas du tout dans la représentation forcément appauvrie d'un visage de chair, mais dans le talent et le courage de fuir les illusions qui nous endorment, de se débarrasser de tout ce qui empêche de bien voir, c'est-à-dire de voir le bien. Il faut, dit Plotin, se dépouiller de ce qui obscurcit, enlever le superflu, sculpter sa propre statue, au point de n'être encombré de rien. Pour mieux voir, il faut accepter de devenir vision soi-même, à la façon dont l'artiste travaille sur lui-même en ciselant son œuvre et trouve en lui-même de quoi embellir le monde. Le geste de l'âme qui oublie la matière pour se tourner vers le principe dont elle descend est comparable à l'écrivain qui 20 fois sur le métier remet son ouvrage, ou encore au sculpteur qui d'un bloc de marbre fait jaillir la Vénus de Milo. À ce titre, Plotin est le philosophe des artistes, dont chaque œuvre est moins la reproduction stérile du réel qu'une authentique seconde naissance. Reviens à toi-même et regarde. Si tu ne te vois pas beau, alors fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève, il gratte, il polit, il nettoie jusqu'à ce qu'il fasse apparaître un beau visage. Toi aussi, enlève ce qui est superflu, redresse ce qui est tortueux, nettoie ce qui est sombré, rends-le brillant. Jamais ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que resplendisse pour toi la divine splendeur de la vertu, jusqu'à ce que tu vois la sagesse debout sur son socle sacré. Es-tu devenu cela? As-tu vu cela? Si tu te vois devenu cela, alors devenu toi-même une vision, prenant confiance en toi-même, remontant déjà vers le haut tout en restant ici-bas, n'ayant plus besoin de guide, alors fixe intensément les yeux et regarde. Plotin consacre 2 traités principalement à la question de la beauté, le traité 1.6 et le traité 5.8. L'un consacré explicitement au beau et l'autre à la question de la contemplation. Et ce sont des traités qui en apparence sont typiquement platoniciens, c'est-à-dire qui, en tout cas, dont le vocabulaire est platonicien. On pense au fait que, chez Platon, la beauté sensible est à double tranchant. Soit on verse en elle et on oublie l'intelligible au profit d'une beauté périssable, soit on oublie cette beauté périssable. En gros, on ne couche pas avec Alcibiade pour se servir d'Alcibiade comme d'un tremplin vers la beauté dont il est l'expression provisoire et insuffisante.
Et donc il y a cette ambivalence du phénomène chez Platon qui peut soit nous fasciner pour lui-même, à la façon dont l'âme se regarde elle-même chez Plotin, soit nous inviter justement à nous élever au-delà de nous-mêmes pour communier dans l'intelligible et avec lui. Pourtant, dans ces traités plotiniens, donc d'apparence platonicienne, il y a, je crois, et je voudrais vous demander ce que vous en pensez, il y a je crois une différence très forte entre les deux, qui réside dans le statut accordé à la symétrie. Pour Platon, la beauté relève de la symétrie puisqu'elle est le biais vers, elle est un moyen de connaissance. Chez Plotin, la beauté est moins dans la symétrie que dans la lumière qui brille sur la symétrie. Et Plotin de parler de la beauté qu'il y a dans un visage, mais pas parce qu'il est symétrique, parce qu'il est visage, ou bien de la beauté d'un éclair, ou bien d'un morceau d'or, je crois. Ou même il s'attarde sur des spectacles. Je crois qu'il y a un moment, il décrit des hommes portant des sacs dans un coucher de soleil. Il y a quelque chose comme une réinterprétation. Des visages colorés d'ocre. Oui, des visages colorés d'ocre. Bon. Comment concilier le platonisme de Plotin avec l'idée que la beauté soit dans l'unicité de quelque chose et pas dans sa symétrie avec autre chose? Et sur ce point, Plotin n'est plus platonicien. Plotin Mais alors, quelles sont les conséquences de ça? Ils iront aussi bien avec Platon qu'avec la tradition grecque en son entier. Enfin, on a là vraiment un point très singulier par où Plotin peut apparaître comme le précurseur même d'une certaine modernité. Disons qu'en fait, Plotin procède à la fois, contre Platon, à la fois à une sorte de réévaluation de l'art et de dévaluation du beau. Et c'est peut-être le deuxième point qui est le plus singulier, le plus intéressant. Donc pour aller très vite, on sait que Platon porte sur l'art une condamnation d'ordre ontologique. L'art n'est qu'une imitation au second degré, c'est le texte fameux de la République. C'est-à-dire qu'au livre 10 de la République, Platon parle du lit, de l'idée du lit qui est reproduite par l'artisan, donc qui produit un lit, puis il y a le peintre qui produit la reproduction d'une idée, qui donc à 3 degrés du vrai. Ça. Donc le sensible n'est qu'une imitation redoublée. Et ce faisant, il est non pas révélé à son essence, à sa vérité, à la façon dont Heidegger peut dire que les souliers de Van Gogh révèlent l'essence même des souliers de Charil, l'usage, le labeur, la terre, etc. C'est à l'inverse du sensible mutilé, tronqué aussi. Alors là, l'argument vaut surtout pour la peinture figurative, mais Platon l'étend à la poésie. Là encore, l'imitation artistique fige l'essence. Elle empêche ce jeu d'essence qui peut donner naissance à l'opinion vraie. Le lit peint par Phidias, on ne peut pas s'y coucher, l'essayer, tourner autour, etc. Ce sont des trompe-l'œil. On peut parler pour la poésie comme pour la peinture. Et le philosophe serait un détrompe-l'œil. Voilà, on peut dire les choses de la sorte. Alors ce que va faire Plotin, de façon très, très singulière, c'est qu'il va court-circuiter en fait cette hiérarchie platonicienne. Pour Plotin, l'artiste imite non pas l'objet sensible, naturel ou technique fabriqué, mais directement l'idée. Plotin dit ainsi que Phidias a peint Zeus comme Zeus serait lui-même s'il consentait à se manifester à nos regards. L'artiste donc imite directement l'idée. À partir de là, c'est le sensible qui se trouve ravalé au rang d'imitation de second degré. Alors en même temps, on peut dire, c'est ce que fait Panofsky dans son très beau livre Idea, où il étudie la pérennité de cette idée plotinienne, que les pensées, les idées d'un Raphaël ou d'un Phidias privé de main auront toujours plus de valeur que leur tableau ou leur sculpture. Bon, de fait, le lieu par excellence de la beauté, c'est l'intelligible, qui évidemment n'est pas donné au sens, et qui pour autant n'est pas le lieu d'une soustraction, ni d'une abstraction. Plotin donne à l'inverse des descriptions qui sont extrêmement sensuelles. Le monde intelligible est le lieu d'une sorte de synesthésie. Les parfums, les couleurs et les sons s'y répondent. Tout s'y fond, dit Plotin, en une qualité unique. Cette phrase n'est pas de vous. Ni Plotin d'ailleurs. Ni Plotin, mais de Baudelaire. En revanche, Plotin dit bien parle bien de cette qualité unique qui aurait à la fois la douceur d'un parfum, la saveur du vin, où toutes les mélodies, tous les rythmes se confondraient. Dans ce monde des formes, toute chose surabonde et en quelque sorte bouillonne. Il y a comme un flux de ces choses bouillonnantes de vie. Un flux qui s'écoule d'une source unique,
comme s'il y avait une qualité unique qui posséderait et conserverait en elle toutes les qualités, celle de la douceur mêlée à celle du parfum, et le goût du vin uni aux vertus de tous les sucs et aux visions des couleurs, et à tout ce que les sensations du toucher apprennent à connaître. Il s'y trouverait aussi toutes les sensations de l'audition, toutes les mélodies, tous les rythmes. On trouve aussi cette image d'une... Pierre Hadot en parle comme de la méthode de Lincé, du nom de ce héros dont l'œil était si perçant qu'il pouvait voir jusqu'aux entrailles de la terre. Il s'agit de pratiquer cette espèce d'exercice sur le sensible en imaginant d'abord une sphère où tout correspondrait, les continents, les mers, les animaux, puis de cette sphère ôter la masse, puis encore l'espace, de façon à ce que plus rien ne reste finalement que, c'est ce que dit c'est la formule de Pierre Hadot, les forces et les formes. L'intelligible est donc en fait du sensible intensifié. Là, pour le coup, du sensible magnifié et intensifié. Enfin, du géométrique intensifié. Alors, précisément. Parler de forme. Au lieu, oui, ceci est vrai pour l'intelligible, qui est donc le lieu par excellence de la beauté et qui pour autant n'est pas ultime. De sorte que le beau lui-même n'est pas ultime. Plotin parle de la terreur du beau. Et on trouve un écho de ceci chez Rilke dans la première élégie Edwino. Le beau n'est que le premier degré du terrible. Même ici-bas, la beauté se trouve plutôt dans la lumière qui brille sur la symétrie que dans la symétrie elle-même. Et c'est cela qui donne le charme. Pourquoi donc, en effet, est-ce sur un visage vivant que resplendit au plus haut point la splendeur de la beauté, alors que sur un visage mort on n'en voit plus que le vestige, même si ce visage n'est pas encore détruit dans sa chair et sa symétrie. Et un homme laid s'il est vivant, n'est-il pas plus beau qu'un homme sans doute beau, mais représenté dans une statue? Cette notion de vie que Plotin applique, ou associe du moins à l'un, a son corrélat esthétique dans celle de grâce, dans celle de carice. La carice dont Pindare dit déjà dans les Olympiques qu'elle est cette puissance qui apporte la douceur aux mortels. La grâce est effectivement ce qui vient adoucir la terreur du beau, ce qui, à la terrifiante perfection du beau, apporte le mouvement et la vie. De sorte qu'effectivement, un visage parfaitement beau, parfaitement symétrique, équilibré, proportionné, sur lequel ne rayonnerait pas la grâce, serait impuissant, est impuissant à susciter l'amour ou le désir. Ce faisant, d'ailleurs, Plotin énonce presque un lieu commun. Oui, il est sans doute plus proche là de l'expérience. Enfin, c'est un lieu commun, c'est-à-dire de la conscience commune. N'importe qui consentirait à l'idée selon laquelle un visage plastiquement parfait, auquel il manquerait ce supplément d'âme, n'incite pas à l'amour, tout au plus au désir. Pour Plotin, oui, il n'y aurait même pas. Oui, il y aurait un désir, mais qui serait ce mauvais désir, qui serait ce mauvais désir narcissique, voilà, obsédant et fascinant. Oui, mais ce faisant, cependant, il rompt vraiment avec donc la tradition platonicienne et même avec la tradition grecque en son entier. Rien n'est plus beau pour un grec, en effet, que ce qui incarne l'ordre, la proportion, l'équilibre. Rien n'est plus beau qu'une forme géométrique pure. Rien n'est plus beau que le cours des astres, en tant que précisément ceux-ci ne sont pas errants, que leurs parcours sont absolument normés, absolument réglés. À l'inverse, l'esthétique plotinienne, est une esthétique de la grâce, donc une esthétique de la vie, une esthétique du mouvement, dont Panofsky en particulier retrouve les traces dans le maniérisme, par exemple, chez le Parmigiano, le Bronzino, le Pontormo, et des échos alors là plus lointains chez le Tintoret ou le Greco, qui à chaque fois, cette esthétique se caractérise par une recherche du mouvement, qui passe en particulier par la distorsion systématique des proportions. Ce qu'on recherche avant tout, c'est la figure serpentine dont parle Léonard de Vinci. Donc on a là effectivement l'invention d'une esthétique de la grâce. Et l'on a corrélativement aussi, peut-être, et ça c'est un point qui moi m'intéresse tout particulièrement, les linéaments d'une esthétique possible du lait, qui est de la laideur. Donc là, vraiment une contre-valeur radicalement négligée
par les philosophes. Il faut peut-être attendre Adorno pour que le lait soit pris en compte en tant que tel. Oui, mais en même temps, c'est vrai que l'esthétique est passée de la représentation d'une belle chose, comme c'était le cas chez les Grecs, à la belle représentation d'une chose, comme ça pouvait être le cas chez Baudelaire, par exemple, qui fait de la beauté avec une charogne. Oui, oui, mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on trouve chez Aristote, par exemple. Effectivement, le cadavre, pour Aristote, c'est le lieu de la laideur par excellence, et c'est pourtant ce lait que l'art peut rendre représentable, voire plaisant, de la même façon que la comédie et l'imitation, mais plaisante, risible, et non pas douloureuse, d'homme laid. Bon. Pour Plotin, à l'inverse, ce qui fait qu'un cadavre est laid, ça n'est pas la corruption, ça n'est pas la putréfaction, ce ne sont pas les chairs verdâtres de la leçon d'anatomie, c'est simplement qu'il ne vit pas, c'est simplement qu'il est déserté par la vie. Autrement dit, on pourrait dire, pour en fait prolonger une image plotinienne, là encore, Plotin utilise cette image très belle, enfin dit d'ailleurs plus simplement, qu'un homme laid mais vivant sera toujours plus beau que la plus belle des statues. On pourrait dire aussi bien qu'un homme beau, dont là encore le visage est parfaitement équilibré, proportionné, etc., mais mort, et pas encore atteint par la corruption, sera toujours moins beau qu'un homme laid mais vivant. Autrement dit, la beauté n'est rien s'il ne s'y ajoute pas la grâce et la vie. On peut songer aussi à ce que Kandinsky dit de Cézanne. Kandinsky dit que Cézanne fait des natures mortes une pomme, une tasse de thé, des objets absolument quotidiens, apparemment désertés, il sait en faire des êtres vivants. Pourquoi ? Parce que précisément, il sait trouver en eux cette vie intérieure dont la couleur, dit Cézanne, traduit, exprime toutes les nuances. Tout est transparent, rien d'obscur ni de résistant. Chaque chose est visible pour chaque chose, jusqu'à l'intérieur ainsi que toute chose, car la lumière est transparente pour la lumière. Chaque chose possède toute chose en elle, et voit aussi toute chose en chaque autre, en sorte que partout toutes choses sont là, chacune est toute, et toutes sont chacune, et la splendeur est sans borne. Cette beauté resplendit sur toute chose, et elle remplit tous ceux qui sont là-haut, en sorte qu'ils deviennent beaux eux aussi, comme souvent des hommes montés sur des hauts lieux où la terre a une coloration ocre, sont complètement colorés par cette teinte, parce qu'ils sont devenus semblables au sol sur lequel ils marchent. Il arrive, et c'est rarissime, que l'âme s'unisse avec l'un ou le bien, et voit s'ouvrir pour un instant dans les êtres la possibilité d'un amour infini. C'est un peu comme si l'un venait à nous, avant de s'éloigner par le décret d'une volonté souveraine et incompréhensible. Celui qui croit être touché par la grâce avant qu'elle ne l'abandonne se fourvoie en vérité, car il n'y a pas d'élection chez Plotin. En fait, le bien est toujours déjà présent, il est toujours là, et c'est nous qui, comme dit Pierre Hadot, ne sommes pas capables de lui être toujours présents. À quoi tient cette incapacité ? En quoi suis-je, moi, l'artisan d'une perte que je regrette? Dans Quelque part dans l'inachevé, Vladimir Jankélévitch, qui n'eût pas été lui-même sans l'œuvre de Plotin, s'attarde un instant sur le papillon qui, dit-il, ne peut que s'approcher de la flamme au plus près, frôler sa chaleur brûlante et littéralement jouer avec le feu, mais si avide de la connaître encore mieux, il vient imprudemment à pénétrer dans la flamme elle-même, que restera-t-il de lui sinon une pincée de cendre? Connaître la flamme du dehors en ignorant sa chaleur, ou bien connaître la flamme elle-même en se consumant en elle, savoir sans être ou être sans savoir, tel est le dilemme, dit Jankélévitch. Ce que la philosophie présente comme une contradiction insurmontable, l'intuition le réunit dans la beauté du geste, et c'est là que naissent les chefs-d'œuvre, comme les pommes de Cézanne, dont les contours incertains disent le désir du peintre, autant qu'elles respectent les lois de la perspective, comme Madame Verdurin chez Proust, que son rire de comédie transforme en perroquet mondain, comme encore le tableau imaginaire décrit par Balzac dans le chef-d'œuvre inconnu, où un petit pied parfait, sublime, plus que vivant, transcende le chaos qui l'entoure et vient éblouir l'œil de Nicolas Poussin lui-même. Il arrive en somme, quand on s'autorise à être génial, que l'émotion et la connaissance déposent les armes et s'entendent à produire de concert le plus beau des spectacles. Un tel armistice est le privilège des artistes et la honte des penseurs,
Car en ce point, dit Henri Bergson, est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Sommes-nous la partie de l'âme qui demeure toujours dans l'esprit? Ou bien sommes-nous ce qui s'est ajouté à elle et qui est soumis au devenir du temps? Ne faut-il pas dire qu'avant la naissance, nous étions dans le monde transcendant d'autres hommes, certains d'entre nous même des dieux? Nous étions des âmes pures, nous étions esprits, unis à la totalité de l'être, partis du monde spirituel, sans séparation, sans division, nous appartenions au tout. Et même encore maintenant, nous n'en sommes pas séparés. Est-ce que Plotin ne nous invite pas, tout en tenant le discours d'un refus de la matière dont on va parler, d'une négligence à l'endroit du corps, d'une volonté de fuir, est-ce que Plotin ne nous invite pas à contempler le monde avec des yeux d'une extrême bienveillance et d'une extrême attention? Ce sont les termes mêmes qu'il utilise, puisqu'il compare effectivement, là encore l'image est très belle, il compare l'attitude donc dissemblable et même conflictuelle du gnostique et du philosophe à celle de deux hommes qui habiteraient une belle maison. Le gnostique, dit-il, la critique et pour autant il demeure, là où à l'inverse le philosophe contemplera, dit Plotin, avec bienveillance, effectivement avec bienveillance, la beauté des pierres, en attendant le moment où il pourra s'en passer. L'idée est la même que dans la métaphore du corps instrument, du corps lyre. Donc oui, il y a effectivement toute une forme de discipline ou d'ascèse du spectacle. Savoir apprécier la beauté de ce monde avec bienveillance, avec aussi patience, et pour autant savoir y lire, là encore, la trace, et pas seulement l'idole, et pas seulement le vestige, d'une beauté qui l'excède et sans laquelle elle ne peut être. Donc entre le gnostique qui ne veut pas ce dont il ne peut pas se passer, en fait, et Plotin, ou le mystique, qui lui veut bien de ce dont il finira par se passer, il y a deux options existentielles majeures. C'est-à-dire il y a une alternative vitale considérable. C'est-à-dire que dans un cas, on est dans le refus d'une existence à laquelle on est d'autant plus inféodé qu'on la refuse. Et dans l'autre, on est dans l'acceptation d'une existence à laquelle on est d'autant moins soumis qu'on en veut bien jusqu'au moment où on passera à autre chose. Oui, on pourrait même radicaliser ceci en disant que ce qui se joue là, c'est le refus ou l'acceptation de l'éthique. Ce que Plotin par éthique, vous entendez quoi? Du travail du soi, de cette ascèse qui est indissociablement morale, qui s'exerce sur d'abord le corps et les passions, mais aussi intellectuelle. Au gnostique, Plotin oppose cette phrase « sans la vertu, Dieu n'est qu'un mot ». Les gnostiques se gargarisent de ce salut attendu, espéré, qu'ils croient être seuls à mériter, mais ne font pas ce qu'il faut ici pour que ce salut se dessine. Parce que c'est en étant ici qu'on peut, et en étant pleinement ici, qu'on peut peu à peu s'en échapper ou s'y soustraire. Le mouvement vers là-bas, il se joue ici. Voilà. On part d'ici. De toute façon, on part d'ici. Alors, double mouvement. Mais on arrive ici aussi. Alors, oui, là c'est plus délicat. Est-ce que Plotin est un métaphysicien ou est-ce qu'on est dans l'ordre de l'immanence? Est-ce qu'on sort chez Plotin du ciel qui nous contient? Oui, bien sûr. Oui. Non, on peut pas non plus en faire un penseur de l'immanence. Ce serait excessif. Ni arrière-monde, ni immanence, non. Donc il n'y a pas d'arrière-monde et il n'y a pas d'immanence. On est où? On va où? On a avant tout la pensée du passage. C'est une pensée du passage, la pensée plotinienne. C'est une pensée du mouvement. Alors du va-et-vient, oui, mais ce mouvement est néanmoins, le mouvement de retour est néanmoins très précisément normé. Ça, il faut quand même le préciser. Il obéit à des étapes que Plotin fixe, détermine, qui correspondent en particulier à des niveaux de vertu. La conversion est graduée et les étapes en sont nécessaires. Il n'y a pas de court-circuit possible. Et en même temps, son issue est toujours douteuse. C'est-à-dire que l'expérience mystique, si elle en passe par des étapes nécessaires, ne peut jamais être nécessitée. On ne peut pas la provoquer. On ne peut que se rendre absolument disponible, absolument attentif à sa possible survenue. Plotin lui-même n'a fait que
de façon très rare et très brève, dit Porphyre, l'expérience de l'un bien. Donc il y a aussi cette idée que je trouve très, très belle chez Plotin, d'une grâce. On est tenté d'employer ce mot, mais il faut alors le déchristianiser, qui ne peut être qu'attendu, espéré, qui est extrêmement... Enfin, cet espoir est extrêmement exigeant. Il porte avec lui, une fois de plus, une discipline à la fois morale et intellectuelle, et pour autant on ne peut qu'attendre. Si nous avons en nous de si grandes choses, pourquoi n'en avons-nous pas conscience? Pourquoi, la plupart du temps, restons-nous sans exercer ces activités supérieures? Pourquoi certains hommes ne les exercent-ils jamais? Si tout dérive du premier principe, comme c'est le cas chez Plotin, et si, en même temps, comme il le dit, la matière est le mal absolu, alors, soit la matière dérive du premier principe, et il faut admettre que le bien engendre le mal, et donc n'est plus le bien, soit elle n'en dérive pas, et alors le bien cesse de fait d'être la source unique de tout ce qui existe pour devenir l'adversaire du mal. Bref, soit le mal naît du bien, et alors le bien usurpe son titre, soit le mal, c'est-à-dire la matière, existe indépendamment du bien, et alors le bien n'engendre pas tout. Soit, troisième hypothèse, le mal n'existe pas, mais ce n'est pas le cas chez Plotin. Sur la question du mal, Plotin donne un peu le sentiment de se contredire. Tantôt il expose qu'il n'y a pas de contraire au bien, et que si ce contraire existait, l'être échapperait aux atteintes de ce contraire lui-même. Tantôt il devient carrément dualiste, et présente la matière comme la source active du mal, qui obscurcit la lumière de l'âme et pervertit le regard. À l'extase de l'union avec l'un, se substitue alors le fait de tomber en extase devant des réalités indignes et d'accorder plus d'attention au reflet de nous-mêmes qu'au lieu d'où nous venons. C'est là le syndrome de Narcisse qui regarde à ses pieds, amoureux d'un fantôme, d'un reflet, d'un écho de lui-même. La matière chez Plotin est donc tantôt, en deçà de l'être, un miroir impassible, amorphe, immobile, tantôt une véritable anti-substance qui est l'envers du bien, un plurivers, investis de pouvoirs qui lui sont propres et qui viennent comme le diable scinder l'harmonie du tout en un bien et en un mal. Et elle se rend maîtresse, comme dit Plotin, de ce qui est reflété en elle. Elle le corrompt et le détruit en lui appliquant sa propre nature qui lui est contraire. Alors, la matière est-elle l'ultime degré de la procession qui va de l'un jusqu'au corps, ou est-elle le premier moment du diabolique? Dans le premier cas, elle n'est rien. Dans le second, elle est le néant, le contre-bien, l'antimatière qui, comme une lézarde dans la pyramide, leste nos âmes d'un corps et donne à nos actes l'insoutenable pesanteur de l'orgueil. Le contraire de l'être est le non-être. Le contraire de la nature du bien. C'est la nature et le principe du mal, car il y a deux principes. L'un est celui des biens, l'autre est celui des maux. Chacun des caractères contenus en une de ces deux natures est contraire à chacun des caractères contenus dans l'autre. Donc, prises dans leur ensemble, elles sont contraires l'une à l'autre. Et beaucoup plus encore que les autres contraires, car les autres contraires sont de même espèce ou de même genre. Et les choses dans lesquelles ils sont ont quelques caractères communs. Deux termes complètement séparés qui n'ont rien de commun et qui sont par leur nature au maximum d'éloignement sont contraires l'un à l'autre, car ils sont contraires non point par leur qualité ni par des prédicats d'une catégorie quelconque, mais parce qu'ils sont éloignés le plus possible l'un de l'autre, car ils sont faits d'éléments opposés, chacun à chacun, qui les constituent. C'est sur cette question ontologique du mal que l'alternative se pose. Que la question peut se poser de savoir si la philosophie plotinienne est ou non un dualisme, sachant qu'effectivement, on trouve dans les textes des affirmations contradictoires. Plotin essaye en fait, je pense que ce qui fait l'intérêt de sa tentative, c'est qu'il essaye effectivement de tenir deux affirmations. C'est-à-dire à la fois de tenir cette idée selon laquelle tout procède du bien et de tenir pour autant l'affirmation, la reconnaissance qu'il y a du mal. Donc la question à partir de là, c'est effectivement, et les commentateurs de Plotin la posent, et ses successeurs la posaient aussi, à commencer par Proclus. Bon, c'est là effectivement une question très difficile. L'alternative est celle-ci, ou bien effectivement on admet l'existence d'un mauvais principe,
un peu à la façon des gnostiques, qui serait indépendant de l'un-bien, opposé et contraire à lui, ou bien... Un contre-bien. Un contre-bien, ou bien on admet que le mal procède, et il y a aussi un effet de l'un-bien, et dans ce cas-là, je crois que c'est la formule de Jean-Marc Narbonne, il faut concevoir l'univers plotinien comme une sorte de gigantesque tératogénèse. Voilà. L'un-bien ne ferait finalement... un engendrement du mal par le bien. Que produire le monstre. Là, on n'est plus dans le contre-bien, mais c'est le bien lui-même qui cesse de l'être à ce moment-là, puisqu'il engendre le monstre. Qui donnerait naissance à un monstre. Alors, je pense que... là encore, on n'a pas là une sorte d'îlot de la pensée plotinienne. Je pense qu'on a quand même, en dépit des tensions des textes, etc., des propositions extrêmement cohérentes. Bon, ce qui est certain, c'est que, donc on l'a vu, le sensible n'est pas le mal, le corps n'est pas le mal. Autrement dit, ce qui procède de l'un est toujours de moins en moins bon, mais n'est jamais absolument mauvais. Et en particulier, ce qui procède de l'un... Pourtant, pardonnez-moi, c'est ce qu'il dit de la matière, qu'elle est absolument mauvaise. Oui, on va voir, elle est absolument mauvaise, et pour autant, elle procède de l'un. Donc à partir de là, la question est de savoir où se situe le mal de la matière. Qu'est-ce qui fait que la matière est mauvaise? Bon. Ce qui manque à la matière, en fait, c'est... il me semble que les textes vont dans ce sens, c'est précisément cette puissance qui est celle de tous les autres êtres, à tous les autres degrés, les degrés antérieurs et supérieurs de la procession, de se convertir vers son principe. La matière, c'est d'abord l'impuissance. Elle est d'abord ce lieu où s'épuise effectivement la puissance de tout, où s'épuise la puissance infinie. La matière, elle ne peut plus rien engendrer. La matière est stérile. La matière est le lieu de l'impuissance, c'est celle aussi de l'impassibilité, d'une forme d'impassibilité paradoxale. Plotin compare la matière à un miroir sur lequel se joueraient toutes les formes sans qu'aucune jamais ne s'y ancre, sans qu'aucune jamais ne s'y installe. La matière donc est impuissante à retenir la forme. Les formes, c'est les formes des objets sensibles qui se jouent sur elles sont, dit Plotin, des mensonges tombés sur un mensonge, des fantômes qui se joueraient comme ça sur un reflet. La matière est aussi comparable à une surface absolument lisse, absolument plane, qui renverrait l'écho, mais sans jamais retentir par elle-même. La matière est donc toujours pensée, là encore, dans l'ordre du manque, et d'un manque jamais comblé. D'un manque toujours frustré. Elle est impuissante en fait, saisissant une forme à se composer avec elle, à devenir donc plus qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle est impuissante à exercer ce mouvement par lequel, une fois de plus, tout être se constitue en se dépassant lui-même, en étant plus lui-même que lui-même. Autrement dit, la matière serait le mal, non pas parce qu'elle serait indépendante de l'un-bien, non pas parce qu'elle n'en procéderait pas, mais parce qu'elle serait incapable de se convertir à lui. Le mal, dès lors, ce serait cet élan, toujours retombé, cette impossibilité... Une pure exténuation. Une exténuation et qui pour autant continue de s'efforcer et de s'essouffler. C'est-à-dire ce serait à la fois cette incapacité à être pleinement soi-même et en même temps à être autre chose que soi. Un élan, oui, un élan retombé, un manque jamais comblé. Dans les théodicées, classiquement dans la philosophie occidentale, on parle du travail du négatif. Le négatif, alors chez Hegel, la raison mobilise la passion comme son antithèse féconde. Chez Leibniz, dont Hegel est de ce point de vue l'héritier, ça se passe de la même façon. De façon générale, d'ailleurs même chez Plotin, dans les traités sur la Providence, il mobilise comme autant d'éléments d'un ordre absolu des images de désordre ou des moments de désordre. Donc il y a cette idée d'un travail du négatif. Est-ce que ce que vous dites de la matière
ne fait pas d'elle, finalement, un négatif qui ne travaillerait pas. Oui, si, tout à fait. Tout à fait. Oui. Non, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de dialectique possible à ce niveau-là. La matière est le lieu où s'épuise ce dynamisme. Plus de fécondité, plus de surabondance, une pure stérilité. Chez Jean Kelevitch, dans son traité des vertus, il désigne le mal, ce qu'il appelle le mal, comme la façon qu'ont les vertus de se singer elles-mêmes. Un amoureux qui joue à l'amoureux est un pervers, pour Jean Kelevitch. Les amants qui sentent qu'ils s'aiment moins et qui contrefont l'amour, qui transforme un amour spontané en comédie de l'amour, en amour simiesque, verse là aussi dans le mal. En psychanalyse, la question de la dépression, voire même de la pulsion de mort, invite bien souvent le patient dans sa cure, justement, à transformer une inertie absolue en négatif de nouveau opératoire, en négativité de nouveau opératoire. De la même façon, Jean Kelevitch nous propose, selon d'autres modalités, dans un autre vocabulaire et à d'autres fins, de renouer avec une spontanéité perdue et contrefaite. On a aussi chez Plotin la pensée d'une sorte d'irrémédiable ensevelissement, hein, qui est très, là encore difficile à tenir finalement, puisqu'elle est conjointe à cette idée selon laquelle, une fois de plus, il y a toujours en nous quelque chose qui ne déchoit pas. Il y a toujours en nous cette âme supérieure qui est effectivement aussi le lieu de la loi et de la norme. Mais il y a chez Plotin cette pensée effectivement possible d'un complet ensevelissement, de la conscience dans le corps, d'une complète déchéance, qui alors porte avec elle les métaphores du Hadès, par exemple. Du Hadès, vous voulez dire du royaume des morts. Du royaume des morts, la métaphore aussi de l'âme tombée dans le bourbier. Proche de celle de Narcisse, là encore, tombée dans un fleuve bourbeux, et qu'on retrouve aussi, là encore, sous des formes imagées, enfin, qui font appel. Là on est dans l'ordre de l'eschatologie, donc du mythe, enfin, c'est par excellence, là, Plotin reste platonicien, le lieu où le mythe a sa légitimité, un rôle à jouer que la discursivité ne peut pas remplir. Cette image d'âme déchue, devenue irrémédiablement animale, par exemple, et qui néanmoins, évidemment, ça pose problème, dans le cas d'âmes humaines, ne demeurent en vie que parce qu'elles procèdent toujours de cette âme supérieure. Mais cette âme supérieure, alors, leur est devenue radicalement absente. Le mal, cette forme, effectivement, de vice radical que pense Plotin, ce serait une complète absence à soi, un complet oubli de ce que l'on est. Dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme, puisqu'effectivement, il y a une bonne inconscience. Donc il y a le bon oubli, le mauvais oubli. Il y a le bon oubli, le mauvais oubli, et la conscience n'est qu'une frange bordée de deux formes d'inconscience, effectivement. L'une par excès, qui est pure présence à soi, et l'une par défaut, où l'on s'absente irrémédiablement à soi, où l'on devient irrémédiablement étranger à soi-même. Voilà, c'était Commentaire consacré à Plotin. Merci à Gwenaëlle Aubry pour cette conversation. Merci à Carla Bruni, Georges Claes et Jean-Noël Mirande pour la lecture croisée du texte des Énéades. Merci aussi à Brigitte Bouvier pour la réalisation, à Sébastien Royer pour la prise de son, à Marie-Dominique Bougaud pour le mixage et à Claire Poinsignon pour son aimable assistance. L'enseignement de Plotin est contenu dans les 54 traités qu'il écrivit entre 253 et 269, et que Porphyre édita plus tard en les regroupant selon un ordre thématique et non chronologique, en 6 groupes de 9 baptisés Énéades, et dont la meilleure édition demeure à mon sens l'édition des Belles Lettres. Mais vous trouverez aussi la traduction nouvelle de quelques traités fondamentaux, assortis d'introductions limpides, dans la collection des écrits de Plotin, dirigée par Pierre Hadot aux éditions du Cerf, parmi lesquels je veux citer l'édition à venir du traité 53, dirigé par Gwenaëlle Aubry. J'ajoute enfin que vous pouvez trouver en GF une édition nouvelle et encore incomplète des Énéades, menée sous la direction de Luc Brisson. Ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent naturellement réécouter cette émission toute la semaine sur notre site internet www.franceculture.com. Mais je vous conseille plutôt d'acheter, de lire et de relire le livre magnifique de Pierre Hadot, intitulé Plotin ou la simplicité du regard, et publié en folio.
Vous pourrez aussi feuilleter avec profit Les dieux et les mots de Lucien Gerfagnon, publié chez Talandier, ou encore l'introduction remarquable de Paul Mathias aux 2 traités sur le beau, rassemblés dans un petit livre publié chez Agora. Dans 15 jours, nous laisserons tomber le divin pour voir avec Nietzsche comment Dieu est mort d'un excès de piété. Et nous demanderons à Antonia Birnbaum que faire d'un monde rendu par là même au silence, au non-sens et à l'inhumanité. Mais tout de suite, la parole est à Christine Goémé. La philosophie autrement. Jean-Charles Darmon, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et responsable de l'équipe littérature et philosophie à l'âge classique du CELF, donc Centre d'études de la langue et de la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles, lequel centre propose un certain nombre de questions qui touchent directement le sujet dont nous allons parler ce matin avec vous, comme celle-ci par exemple. Alors, je cite, comment déterminer les lignes de partage et les lieux de passage entre littérature et philosophie, ou encore comment philosophie et littérature agissent-elles l'une sur l'autre, ou bien comment certains genres et traditions littéraires furent-ils liés à l'histoire de la philosophie, à celle de ses objets et de ses fins. Alors, vous souhaitez répondre, Jean-Charles Darmon, par un auteur qui est un philosophe finalement, à savoir Jean de La Fontaine. Oui, alors effectivement, quand on pense à La Fontaine, on ne pense pas tout de suite à lui attribuer l'identité de philosophe. Est-il vraiment philosophe? Vous savez que c'est une question qui chemine depuis très longtemps. Y a-t-il une philosophie de La Fontaine? Et effectivement, pour les questions que vous venez d'énumérer et qui nous préoccupent, La Fontaine est un auteur à la fois pour l'âge classique central et extrêmement difficile, hein, contrairement aux apparences, parce que parce que c'est quand même extrêmement difficile. Parce probablement la langue française la plus extrêmement souple, et en même temps, il est extrêmement difficile de déterminer ce qui passe philosophiquement dans les fables. Les fables de La Fontaine ne sont pas des illustrations d'une philosophie préalable, hein, ce n'est pas le disciple d'une philosophie, même s'il a certains partis pris philosophiques récurrents, très forts, notamment contre Descartes, comme on le sait, à propos des animaux, et plus largement à propos de l'imagination. Voilà, à propos de l'imagination aussi. Car au fond, c'est ça l'enjeu, c'est pas simplement les animaux ont-ils une âme, mais au fond, peut-on séparer notre entendement de l'imagination qui nous relie aux autres animaux, aux autres bêtes? Peut-on séparer notre esprit de notre corps de la manière dont on l'entend habituellement? Alors ça, ce sont des questions qui ne sont pas seulement pour lui des questions d'actualité dont on débat dans les salons, mais des questions qui touchent véritablement à sa façon d'écrire des fables et à sa conception même de la fable, la pensée par fable. Donc c'est une écriture qui est elle-même, en quelque sorte, en soi, une expérience philosophique. Je crois que le terme d'expérience est tout à fait bien choisi. Ce n'est pas un système. Je crois qu'on ne peut pas concevoir la fable comme l'illustration d'un système quel qu'il soit. La fable relève plutôt d'une expérience de pensée proposée au lecteur, où des éléments venant de telle ou telle philosophie peuvent intervenir, mais sur un mode extrêmement à la fois complexe et peu explicite souvent. Comme vous le savez, il y a dans chaque fable ce qu'il appelle lui-même un corps et une âme, un récit et une moralité. Mais comme chaque lecteur en fait l'expérience, les rapports entre le récit, le corps récit et l'âme moralité sont tout sauf simples. Très souvent, vous avez des moralités qui semblent un peu décalées par rapport au corps. Parfois, vous avez des corps
sans moralité, ou presque sans moralité, ou avec des moralités tellement maigres par rapport au corps qu'on se demande ce qu'il en est. Et donc l'esprit, si vous voulez, du lecteur est constamment mis en situation d'exercice, à la fois de rêverie et d'exercice. De rêverie, le spectacle tout récent de Bob Wilson en donne une image, hein, de ce potentiel onirique très fort des fables. C'est remarquablement mis en scène par Bob Wilson. Mais en même temps, ce qui est peut-être un peu perdu, on ne peut pas tout avoir, c'est les cheminements du raisonnement, les cheminements de cette parole fabulique qui va entre un point A et un point B, sans qu'on sache toujours comment. Et sans qu'on sache toujours pourquoi. Il y a un art du détour par la fiction qui amène la pensée en des lieux auxquels on ne s'attend pas souvent à aller, avec Jean de La Fontaine. Alors, tout de même, Jean-Charles Darmon, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce que vous venez de dire, parce que, en effet, d'une part, il y a de nombreuses fables, quand même, qui parlent explicitement de ce que La Fontaine a lu, des philosophes lus par La Fontaine. Alors il y a Socrate, il y a Démocrite, il y a Platon, et je sais que Platon d'ailleurs a fait aussi l'objet d'un texte spécifique de La Fontaine. Et puis il faudrait peut-être revenir un tout petit peu sur cette coupure cartésienne qui est très importante parce qu'elle anime au fond toute la pensée moderne, cette exclusion en quelque sorte de l'imagination comme faculté créatrice en quelque sorte, lequel débat était aussi posé en Italie dans les années 1630. C'est le thème même du livre d'Yves Bonnefoy qui s'appelle Rome 1630. Et donc on voit très bien que au fond, à un moment donné dans la pensée européenne, va s'installer effectivement une raison résonante et fabuleuse et presque sans limite, mais au prix de la perte de l'imagination. Oui, au prix d'une marginalisation au fond de la parole poétique comme mode de connaissance du monde. Et donc là, au fond, l'imagination va devenir en quelque sorte peu à peu quelque chose comme, entre guillemets, la folle du logis. Oui. Ce qu'elle n'était pas. Ce qu'elle n'était pas et ce qu'elle n'est surtout pas pour La Fontaine et pour tout un groupe d'auteurs qui sont autour de La Fontaine et qui sont vraiment imprégnés, notamment, de la pensée du plus grand rival, celui qui considère comme le plus grand rival de René Descartes, qui est Pierre Gassendi. Dont je rappelle qu'un des grands thèmes de la polémique avec Descartes et un des grands thèmes de la philosophie de Gassendi, c'est que imagination et intellect avancent ensemble. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette avancée ensemble de l'imagination et de l'intellect? C'est quelque chose qui est souvent extrêmement complexe à déterminer. Et il y a des textes apparemment frivoles de La Fontaine, où La Fontaine, par exemple, écrit à la duchesse de Bouillon qu'il vient de lire un texte de Descartes sur les animaux machines et aussi un autre texte selon lequel il n'y a pas de couleur au monde. Ce sont que des effets, mais il n'y a pas de couleur. Et La Fontaine dit, et après cela, je ferai des vers sur la principale beauté des femmes. Et alors, il y a une, je pourrais vous lire la lettre qui est très belle. Absolument, vous n'êtes pas brune. Voilà. Et donc, un corps sans couleur. Il dit, voilà, en réalité, il n'y a que des corps sans couleur. Alors, c'est une plaisanterie, mais sous la plaisanterie, il y a dans ce type de lettre très belle une sorte d'élégie pour la connaissance poétique du monde, qui est en train de s'évanouir progressivement devant de nouveaux paradigmes de scientificité. Donc la poésie ne peut plus aspirer à dire la vérité sur le monde par ses propres moyens, et La Fontaine réagit face à ça, par plusieurs, vous l'avez très bien dit, soit en faisant des fables qui se réclament directement de la philosophie. Il y a effectivement Démocrite et les Abdéritains, surtout à partir du second recueil, à partir du recueil des années 78-79. Il y a de plus en plus de fables, ce qui était inconcevable chez Ésope, où les héros, les personnages principaux sont Démocrite ou Descartes d'une certaine manière, les cartésiens. Donc on est très très loin de l'univers d'Ésope. Et donc où la fable acquiert une dignité qu'elle n'avait jamais eue. Parce que traditionnellement, la fable, c'est une parole d'esclave. C'est une parole d'un inférieur vis-à-vis d'un supérieur, qui use de ruses, de détours pour convaincre, alors que donc il n'a pas la dignité de la grande philosophie. Et La Fontaine va renverser ça, en donnant à la fable, justement, une sorte
de force et de pouvoir, comme il le dit, le pouvoir des fables, que la raison philosophique elle-même n'a pas toujours. Et c'est là qu'il renverse une humilité fondamentale de la fable à l'égard de la philosophie, parfois en une sorte de supériorité, ou en tout cas de jeu ironique très profond sur ce que c'est que penser et sur ce que la pensée doit à la fiction. Mais à ce moment de l'émission, j'aimerais bien que vous puissiez nous lire une fable et puis, au fond, que vous nous la commentiez, Jean-Charles Darmon. Alors, j'ai pensé vous lire une fable très courte, donc du second recueil des fables, du livre 9, Le gland et la citrouille. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant, dans les citrouilles, je la treuve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue. À quoi songeait-il, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et parbleu, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà, c'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre pour bien faire. C'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris.